Ok, on est bon. Bienvenue à toutes et à tous pour cette cinquième conférence, conférence du GT Lancière et Transport Spatial. On a aujourd'hui l'honneur d'accueillir Arnaud Demet, qui est présent avec nous dans cette salle. On aura le plaisir d'entendre sa conférence aujourd'hui. Avant ça, on va pouvoir vous présenter Astre, ce qu'on fait pour les personnes qui ne nous connaissent pas. On aura une présentation du groupe de travail ensuite sur la transport spatial. Et ensuite, on aura une conférence suivie d'une petite activité mystère que certains connaissent déjà, pour ceux qui étaient là aux conférences précédentes. Et on finira par une séance de questions-réponses. Et ça vous permettra de poser des questions et sur la conférence et sur Astre ou le groupe de travail. Que vous puissiez avoir toutes les informations qu'il vous faut pour nous rejoindre si ça vous a plu. Sans plus tarder, je vais laisser Alix présenter l'association Astre. Merci Washington. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux que je connais, bonsour à ceux que je ne connais pas encore. Merci encore Arnaud Demet d'être là ce soir avec nous. C'est toujours un grand plaisir d'échanger avec vous. On se retrouve pour une conférence de rentrée Astre. Donc pour ceux qui n'avaient pas encore participé à une conférence de rentrée, on a lancé ça depuis septembre. Chaque groupe de travail a un sujet précis avec un mentor pour l'accompagner sur l'année. Et ça se déroule un peu comme Washington nous l'a présenté. Très heureuse aujourd'hui de pouvoir introduire la conférence de rentrée Astre du GT Lanceur, puisque c'était mon GT au tout début de Astre. Je vais vous faire très rapidement la présentation de Astre. Aujourd'hui, Astre est beaucoup fédéré, donc on a bientôt 2 à 3 ans. L'initiative vraiment premier, c'était de pouvoir fédérer, regrouper les jeunes du spatial de 18 à 26 ans, les encourager à discuter et à réfléchir ensemble. Et aujourd'hui, nos objectifs, ils incluent aussi l'encouragement des vocations et bien sûr l'encouragement dans la filière pour tous les domaines techniques, mais également non techniques, comme le droit, le commerce, les sciences politiques, etc. Et l'idée, c'était de pouvoir porter la voix de la jeunesse, de montrer les réflexions des acteurs de demain et de pouvoir réfléchir tous ensemble sur la future stratégie spatiale française. Pour cela, cette année, on a un bureau qui est composé donc de moi-même. Enfin, oui, revenons sur les succès d'abord. Excuse-moi, je connais bien mal mes slides. Donc oui, Astre, je vous l'ai dit, on essaye de se mener plusieurs objectifs à la fois et ça se déroule sur différents livrables. On a pu participer à pas mal d'événements puisqu'on a un groupe de donc bien sûr le salon du Bourget. On était il y a quelques semaines à Next Space, l'événement de Wake for Space, Toulouse Space Festival également. On organise pas mal d'ateliers et d'activités autour de différents sujets. Donc ça, c'est vraiment au niveau des groupes de travail. Et puis, on a des projets plus globaux qui sont par exemple, le rapport Nexus Alpha qui a été sorti l'année dernière. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite grandement à aller sur notre site web ou sur la page LinkedIn et le découvrir. C'est vraiment un travail de fond qui a été réalisé et qui est nos premiers pas dans cette volonté de fédérer la jeunesse spatiale autour de grands enjeux. On va peut-être du coup passer juste après à l'organisation annuelle dis donc, je vais pas y arriver. Donc le bureau maintenant. Le bureau, donc moi-même présidente, Sabrina vice-présidente, Washington qui est modérateur ce soir et qui sera notre trésorier, et notre secrétaire. C'est vraiment le bureau, il est là pour faciliter le projet qui est amené au niveau des membres. C'est vraiment le cœur de l'association. Cette année, elle se déroule, comme je vous l'avais dit, avec les conférences de rentrée pour lancer l'année. On est en pleine phase de recrutement, donc c'est l'occasion de pouvoir échanger avec les référents des groupes de travail, avec des anciens et des membres actuels de l'association, de pouvoir échanger sur comment
comment ça s'organise, etc. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir amener de nouveaux sujets sur la table et de là, de faire de nouveaux projets en tant que tels. Et ça, c'est la partie qui sera faite à partir de novembre, juste après notre soirée Bootcamp, qui sera vraiment la clôture de toutes ces conférences de rentrée. Ce sera vraiment un bilan de ce qu'on a pu apprendre à travers les conférences de rentrée de cette année et de pouvoir proposer des projets à faire tous ensemble. Et ça nous amènera pratiquement jusqu'au milieu de l'année. Et de là, on pourra faire notre habitude faite du spatial pour terminer en beauté et montrer les restitutions de nos réflexions de cette année. Et on sera déjà du coup à la fin de l'année de Astre. Donc voilà, comme je l'ai dit, Astre est en pleine phase de recrutement jusqu'à novembre. Donc si ça vous intéresse, on est à disposition. Je m'excuse, du coup, c'est un peu décorrélé tout ce que je racontais. Mais n'hésitez pas, évidemment, du coup, Coralie qui est la référente du GT Lanceur, mais évidemment, moi ou plein d'autres personnes sur LinkedIn, par email, sans souci. On recherche des membres motivés, que vous ayez des appétences techniques ou pas. C'est toujours avec plaisir et c'est toujours tous ensemble qu'on arrive à faire de grandes choses. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Merci beaucoup, Alix. Là, je vais laisser Coralie, en tant que référente du GT Lanceur, présenter les activités du GT pour cette année. Un petit récapitulatif de ce qui a été fait l'année précédente. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être venus à cette conférence. On est vraiment toute notre équipe du GT Lanceur extrêmement heureux de vous accueillir. Donc, pour vous présenter un peu rapidement le GT, l'idée, c'est vraiment de se focaliser sur les thématiques en lien avec le nom du GT, donc le lanceur, les lanceurs même, et tout ce qui va être dans le cadre du transport spatial. Donc, on va même pouvoir parler du service en orbite et on va dire de tout ce qui peut servir à créer des nouvelles formes aussi de transports spatiaux. L'idée vraiment, c'est de travailler ensemble sur ça. Donc l'année dernière, on a participé à la stratégie d'accès à l'espace qui était donc dans le rapport Nexus Alpha. C'était extrêmement intéressant et on va pouvoir continuer à approfondir cette année différentes pistes. Donc n'hésitez pas aussi à venir parce qu'on a énormément de projets. Parmi les projets en cours, on a aussi un podcast qui s'appelle du coup le podcast et qu'on a commencé à écrire. On va pouvoir continuer à faire plein d'épisodes cette année et on va pouvoir également en reparler très prochainement, donc dimanche prochain, lorsqu'on va lancer un peu plus particulièrement les projets de notre groupe de travail pour l'année. Donc, on attendait juste que les nouveaux arrivent pour que vous soyez vraiment inclus. Et donc, on va tout de suite passer à la conférence qui va nous permettre d'en apprendre beaucoup plus sur Ariane 6, mais aussi tous les nouveaux lanceurs qui sont en train d'être créés et construits, notamment en Europe, qui sont donc, un sujet passionnant. Donc, pour ça, on va écouter Arnaud Demet, qui va être notre mentor pour cette année. Qui est donc un ingénieur de Ariane Group, aussi appelé Rocket Maker, Wow. et qui a du coup une large expérience dans l'industrie spatiale et particulièrement dans les lanceurs. Je vais commencer par vous remercier toutes et tous en corrigeant mon nom de famille qui est Demet, D-E-M-A-Y. Voilà, et en vous remerciant toutes et tous pour l'accueil. Astre, au travers Alix, que j'avais déjà rencontré, puis au travers d'autres personnes autour de la table ici et en ligne, je crois avoir compris, il y a énormément d'activités qui phosphorent chez vous et c'est passionnant de voir des jeunes et des moins jeunes autant attirés par le spatial. Bienvenue à vous toutes et tous, en tout cas dans Astre et dans ce GT Lanceur, que je prends plaisir à comment on dit, mentorer. Allez, on va pour mentorer. Voilà. Donc, une petite présentation sur Ariane 6. On va essayer d'être diablement efficace et vous allez comprendre pourquoi. C'est parce qu'il y a une dernière partie qui est probablement la plus intéressante pour toutes et tous, qui est de parler sur les lanceurs plus européens, de ce qui nous attend autour de nous, d'ailleurs, ce qu'on est en train de vivre et quelle est l'actualité que l'on peut avoir en Europe sur le domaine des lanceurs.
Je voulais revenir avec vous au départ sur Ariane 6, recommencer par le début et vous la présenter en quelques mots. Ariane 6, elle a été pensée il y a 10 ans de ça maintenant pour avoir une flexibilité et une incroyable polyvalence. Vous le savez maintenant, la flexibilité d'Ariane 6 principale, on la voit tout de suite, c'est celle de cette capacité qu'elle a à avoir été pensée pour remplacer non pas un lanceur, Ariane 5, mais 2 lanceurs, Ariane 5 et Soyouz, tel que Soyouz était exploité en Guyane. Pour celles et ceux qui s'en rappellent, les performances annoncées, notamment en orbite géostationnaire que vous voyez sur cette image pour Ariane 6, en fait, sont comparables à Ariane 5 dans son modèle avec 4 boosters. On est même un peu plus performant sur Ariane 6 que sur Ariane 5. Donc c'est bien la version avec 4 boosters qui a cette vocation de remplacer Ariane 5. Alors attention quand même, parce qu'Ariane 5, vous vous en souvenez aussi, elle a été conçue, imaginée au départ, pas du tout pour envoyer des satellites, mais pour envoyer Hermès. Vous vous doutez bien que, comme assez souvent en Europe, on a plein d'idées, mais on n'a pas beaucoup d'argent pour faire tout. On n'a pas donc pu faire la navette Hermès. En revanche, on a bien fait une fusée. J'ai noté qu'il a été intelligent d'avoir la fusée plutôt que d'avoir une navette clouée au sol, ça aurait été idiot. Donc on a eu Ariane 5, dont il a fallu trouver le business model. Et le meilleur business model, le plus rentable d'Ariane 5, et celui qui a fait toute sa longévité, c'est finalement le lancement des satellites de télécommunications commerciaux en orbite de transfert géostationnaire, c'est ce qui se cache derrière l'acronyme GTO, et les envoyer par 2, parce qu'un satellite de télécommunications de cette classe-là est de l'ordre de 4 à 6 tonnes, et donc du coup il a de la place pour en envoyer 2 problèmes. Il faut que les 2 soient prêts, que les 2 soient prêts au même moment, soit choisissent d'aller au même endroit au même moment, donc la fusée soit prête aussi, et 3 plannings à aligner de 3 industriels différents, c'est un peu compliqué. Vous allez voir qu'en fait, sur Ariane 6, pour la développer, ça a été encore plus compliqué. Vous le savez sûrement aussi. Mais en tout cas, c'était ça l'enjeu. C'était pouvoir redonner de la flexibilité, de la souplesse d'utilisation. Et bienvenue à Ariane 6 dans son modèle avec 2 boosters qui permet donc d'envoyer un satellite dès qu'il est prêt, dès que la fusée est prête, en tout cas vers une orbite type qui est l'orbite géostationnaire, pour être précis, l'orbite de transfert géostationnaire. Donc voilà, la grosse flexibilité d'Ariane 6, c'est ça. Aujourd'hui, donc après un premier vol inaugural brillamment démontré en juillet 2024, c'est déjà 2 vols commerciaux. Et puis celles et ceux qui suivent du spatial européen et principalement, enfin notamment d'Ariane 6, vous le savez, le prochain est annoncé pour le 4 novembre. Ce sera encore une fusée avec 2 boosters, on a 62 donc, puis un dernier vol d'ici la fin de l'année. Et on enchaîne tout de suite avec les premiers vols dès le début de l'année suivante. On pourra y revenir si vous avez des questions sur le sujet. Bien, vous comprendrez que sur le planning exact, je resterai distrait, mais dans tous les cas, sur les missions emblématiques que l'on va pouvoir lancer dès l'année prochaine, il y a plein de trucs à raconter. Alors justement, mission emblématique, lien que je fais avec la capacité qu'on a de mettre absolument tout ce qu'on veut sous la coiffe. Alors j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais retenez globalement que Ariane 6 a été pensé pour avoir cette adaptabilité sous la coiffe pour envoyer absolument n'importe laquelle des charges utiles, un seul satellite dès qu'il est prêt, mais aussi, comme le faisait Ariane 5, 2 d'un coup, s'ils sont prêts ensemble, etc., etc. J'y reviendrai un petit peu après. Dernier point, la polyvalence d'Ariane 6, elle vient principalement d'un élément complètement, permettez-moi cet anglicisme horrible mais récent, disruptif, puisqu'on a un tout nouveau moteur qui pousse comme un foufou, puisque c'est un moteur à propulsion liquide cryo, c'est de l'oxygène et de l'hydrogène, comme le moteur Vulcain. 2.1, c'est le moteur Vinci dont je suis en train de parler, qui équipe l'étage supérieur d'Ariane 6, et qui, lui, a cette incroyable capacité à se rallumer dans l'espace. Ça, on ne savait pas faire. On sait le faire maintenant en Europe, et on sait le faire pas partout, on sait le faire chez nous, avec cette capacité de se rallumer, ce qui est hyper important pour envoyer des missions spécifiques, sinon ce n'est pas possible en fait de faire certaines missions vis-à-vis de certains plans d'orbite, certaines trajectoires pour être un peu plus précis. Et puis il y a un élément que j'aime bien rappeler, moi qui me tient particulièrement à cœur, c'est que dans ces 4 boosts que le moteur Vinci va être capable de faire, petite parenthèse adossée avec le nouveau système propulsif qui est l'APU, l'Auxiliary Propulsion Unit. On va y revenir, mais considérer que c'est un sous-système propulsif au sein du système de l'étage supérieur, qui du coup va faire des poussées supplémentaires très légères,
100 fois moins que le Vinci, mais tout de même, pas 10 fois moins que le Vinci, pardon, mais tout de même, 100 fois moins, parce que je dis n'importe quoi, 100 fois moins que le Vinci, mais tout de même, et qui nous permet comme ça d'avoir en tout cas un dernier boost, alors, ou par le Vinci ou par l'APU, pour déorbiter l'étage supérieur. Et en quoi c'est important? Eh ben, déjà, on respecte la loi, qu'on s'est auto-imposé nous-mêmes, donc j'aimerais bien que tout le monde la respecte, mais vous allez comprendre que c'est pas le cas partout, qui est celui de minimiser la quantité de déchets qu'on laisse dans l'espace. Et alors, quelle meilleure façon de faire qu'avoir un étage supérieur qui a largué ses satellites, qui ne sert donc fondamentalement absolument plus à rien, de pouvoir le déorbiter, et de ne plus laisser sur une orbite ni cimetière, ni au fin fond de l'univers, mais en rentrant dans les hautes couches de l'atmosphère et en cramant dans les hautes couches de l'atmosphère. C'est un peu sa destination finale. Bien qu'on vise l'océan, jamais rien qui a touché l'eau à ce moment-là. En tout cas, au moins sur les 2 derniers vols commerciaux, et puis globalement à chaque fois, ça va être un élément hyper important pour nous. Encore une fois, pour respecter la loi, puis même pour par simple conscience de notre environnement, du fait qu'on est une entreprise industrielle, qu'on fait des fusées, que vous êtes tous passionnés ici, j'imagine que vous vous destinez ou à en faire, ou si ce n'est pas déjà le cas, du moins à travailler dans ce domaine d'activité. C'est une activité industrielle qui a une empreinte carbone non nulle. Là aussi, on pourra en reparler. Par contre, dans le respect dans les logiques de compensation, déjà d'une part dans l'activité industrielle, j'aurai moins d'exemples là-dessus, mais on pourra en parler si vous avez des questions. Dans la façon dont a été pensé Ariane 6, en pensant sur son cycle de vie, y compris sur sa fin de vie et la déorbitation, depuis le début d'Ariane 6. Et enfin, pour aller jusqu'à des considérations un peu futures et penser les briques des futures fusées. On va évidemment parler de réutilisables dans quelques planches. Vous verrez que c'est au cœur de l'actualité. Voilà. Bon, j'ai un peu tout dit, ce qui me permet d'introduire un autre élément important. On voulait, quand on a réfléchi avec les équipes d'Astre et du GT Lanceur sur la présentation et sur ce que j'étais capable de vous dire, j'espère des trucs bien intelligents, mais surtout 2-3 trucs pour vous apprendre un certain nombre d'éléments dont on parle finalement assez peu et dont là aussi, moi, j'ai une relative fierté à en parler. C'est que c'est un bordel sans nom, passez-moi l'expression, de faire une fusée en Europe. Notamment dans la façon dont elle a été pensée, le fameux retour géographique pensé, qui est absolument incroyable pour avoir créé d'année en année comme ça, depuis 50, 60, 70 ans que ça existe, des pôles de compétitivité, puisque l'argent, je vous la refais très rapidement, mais l'argent est investi par les États qui choisissent de contribuer au programme des lanceurs. Notez d'ailleurs qu'on y retrouve systématiquement la Norvège et la Suisse, qui sont a priori pas fondamentalement membres de l'Union européenne. On parle bien d'une indépendance européenne au sens géographique du terme. Qui choisissent donc de financer, vous voyez la répartition telle que Ariane 6 a été pensée de qui contribue le plus, la France et l'Allemagne étant largement en tête. Et ben, pour 1 euro investi par chacun des États membres, ça s'appelle comme ça, l'Agence spatiale européenne, qui est maître d'ouvrage du programme des lanceurs européens, en plus d'envoyer Thomas Pesquet et Sophie Adno dans l'espace, c'est de redonner à l'industrie géographiquement localisée, en France, en Allemagne, en Belgique, vous avez bien compris, le même euro investi. Et donc, ça fait travailler l'industrie, ça crée de l'emploi. Combien? Pour faire Ariane 6, 12 à 13 000 emplois directs et indirects sur Ariane 6. Où ça? Dans 13 pays, et plus exactement dans 600 entreprises, dont 300-350 PME. Ça, c'est le tissu industriel européen grâce au retour géographique et qui permet, du coup, d'avoir des pôles de compétitivité hyper intéressants. On pensera à certains sujets avioniques dont certains pays sont experts, à la fameuse coiffe du lanceur sur lequel Beyond Gravity en Suisse s'est développé tout autour. Parenthèse d'ailleurs, avec le développement de cette activité, Beyond Gravity a la chance de pouvoir adresser des marchés, notamment de lanceurs américains, pour faire des coiffes. Donc, comme quoi, ça arrive à développer des belles entreprises et des belles réussites industrielles, etc., etc. Je ne vous la fais pas en France et en Allemagne, a priori, que vous connaissez un peu plus quand même. Ce qui fait un découpage assez, disons, technique à piloter tous les jours, parce que forcément, on est maître d'œuvre industriel premier, nous, Ariane Group, pour le maître d'ouvrage principal, enfin le seul d'ailleurs, qui est l'Agence spatiale européenne, en tirant une fusée depuis le territoire français, donc en ayant une base de lancement qui a été faite, même si on a les clés maintenant pour l'opérer, qui a été faite par le CNES, et puis d'ailleurs, CNES, l'Agence spatiale française, qui a toujours l'autorité de lancement final, puisqu'on tire depuis le territoire français.
Et nous, en ayant, on va dire, consolidé, on va dire comme ça, les acquis de notre filiale principalement commerciale, c'est pas que ça, hein, c'est vraiment un accompagnement à l'ensemble des services de lancement. C'est aussi, du coup, aider les clients qui souhaitent avoir la fonction finale de pouvoir, par exemple, faire de la télécommunication depuis les débuts, choix d'un opérateur de satellite, jusqu'à la fin, opérer les services de lancement et donc faire le lancement en mettant le satellite dans le lanceur que Arianespace aura choisi. Et oui, ils choisissent le fusil de la fusée Ariane jusqu'à présent, et pour pouvoir aller jusqu'à bon port. Voilà. Donc, ça vous donne la façon dont Ariane 6 a été pensé. Vous allez voir dans la deuxième partie de la présentation, c'est pas la même pour l'actualité du New Space, dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Je vous l'avais dit, du coup, un peu en intro, on peut un tout petit peu détailler là, parce qu'il y a quand même eu des missions assez emblématiques envoyées sur Ariane 5, envoyées sur Soyuz, qu'on va être capable de refaire sur Ariane 6, évidemment, et plus encore. Donc, satellite de télécommunication unique, satellite double, satellite avec des passagers, les fameux ride-share, en covoiturage finalement de satellites, c'est dans la deuxième image. Lancement double en troisième. Sauriez-vous deviner quel lancement double, là encore, on peut faire, mais avec un lancement qui est assez particulier, parce qu'on nous envoie sur le côté. C'est la quatrième configuration. Autour de la table, c'est plus facile de répondre. Si vous avez la quatrième image, ça vous parle? C'est Galileo qu'on envoie comme ça. On envoie les par satellite sur une des orbites très spécifiques, et il se trouve qu'on les envoie en les séparant 2 à 2 par paire, donc ils sont appairés ensemble et on les sépare comme ça 2 à 2. Certains reconnaîtront peut-être en cinquième image, on va dire un véhicule orbital. Alors là, il a clairement été représenté l'ATV, le véhicule automatique qu'avait développé la société Ariane Group dans la forme dont elle existait précédemment pour aller ravitailler la station spatiale. Je vous la fais pas. Donc on envoie littéralement 20 tonnes, c'est ça que ça pèse, hein, en orbite basse, proche de la Terre. Et puis après, on a une mission qui serait type de l'exploration spatiale pour envoyer, vous voyez dans les trajectoires imaginées, vers une orbite de transfert, vers une orbite, pardon, comme on dit, escape, une orbite de libération, excusez-moi, et par exemple vers la Lune, mais ça peut tout à fait être vers des lunes de Jupiter ou un point de Lagrange L2 pour les brillants physiciens que je peux avoir dans l'auditoire. Et donc avec des performances ici présentées pour sa version avec 4 boosters, donc qui sont même plus importantes, je vous le disais en intro, que Ariane 5 à l'époque. Alors, petit retour sur les premiers vols quand même, dont on peut factuellement se gargariser avec fierté sur Ariane 6. Un point que je présente assez rarement, donc j'en ai l'opportunité aujourd'hui, c'est un peu dynamique et un peu vif. Je suis persuadé que vos yeux passent leur temps à faire gauche-droite, droite-gauche, mais globalement, dans l'idée, il faut que vous imaginiez que les 12 derniers mois, c'est bien des vidéos, des photos, des 12 derniers mois avant le vol inaugural d'Ariane 6 en juillet 2024, où on a fait un nombre incalculable d'essais. Et c'est intéressant, j'ai eu l'opportunité de le faire dans une conférence il n'y a pas longtemps, de rappeler qu'on ne teste pas pour se dire qu'on est c'est bon, c'est cool, on a appris plein de trucs. Non, on apprend heureusement, et vous allez comprendre pourquoi, pas forcément beaucoup. Je vais modérer mon propos. En fait, on ne cherche pas à apprendre quelque chose, plutôt ça. Quand on fait un essai système, on cherche principalement à vérifier qu'on est corrélé à l'attendu. Vous avez entendu parler d'un vol, quand il suit sa trajectoire d'un vol de fusée, on parle emblématiquement sur Ariane, en bon français depuis Kourou, que la trajectoire est nominale. C'est pas un mauvais terme, normal, nominal. Nominal, c'est conforme à l'attendu. C'est exactement la logique de nos campagnes d'essai, du moins les objectifs que l'on peut avoir, d'aller vers un comportement nominal de nos systèmes propulsifs, en haut à gauche, en bas à droite. En haut à gauche, donc, sur l'étage supérieur, on est à Lompoldshausen en Allemagne. On y teste, au milieu de la forêt des Ardennes, vous l'avez reconnu, l'étage supérieur, équipé du moteur Vinci et de l'APU, qui a eu des milliers d'heures, en l'occurrence des milliers d'heures de minutes de fonctionnement sur ce système-là, avec un système assez particulier de ce qu'on appelle de tirage au vide. Donc, en fait, il faut aller d'un point de vue moteur, au-delà de la gravité, qui est forcément à 1 G, c'est la même partout. Il y a un système qui aspire globalement le jet du Vinci, et ce qui lui fait croire qu'il pousse dans l'espace et qu'à l'extérieur, il y a une pression réduite à 0 bar. Il y a un delta de pression d'1 bar entre le mode normal et la façon dont il a ici à s'allumer dans cette espèce de DJ. C'est assez impressionnant.
En bas à droite, exactement à l'inverse, on a assemblé avant le vol inaugural une Ariane 6 complète, vous la voyez, du sol au plafond, équipée de boosters remplis d'eau, pour faire la séquence complète de l'allumage du moteur Vulcain, cette fois-ci, celui qui équipe le bas de la fusée, pendant la dizaine de minutes d'un vol on ne peut plus normal, classique, mais sur le pas de tir. On a fait un tir à feu long, en ayant allumé le moteur Vulcain pendant les 10 minutes de son fonctionnement. Évidemment, la fusée sur cette modèle d'essai combiné n'a pas décollé. Et puis pour avoir fait ça, juste avant, en haut à droite, en fait, il faut équiper, assembler, tester tout ça sous un portique mobile à Kourou. Je vais vous le présenter dans une seconde, mais c'est la première fois qu'on faisait ça. 12 mois d'activité mènent à ce vol inaugural. Et en fait, finalement, depuis le vol inaugural, on a fait 2 autres, cette fois-ci dit de la phase commerciale d'Ariane 6, c'est ses débuts. Donc elle est encore toute jeune et on est encore dans cette fameuse statistique internationale mondialement connue du fait que dans les premiers vols, la variable varie justement en fonction de qui on pose la question, mais entre peut-être le premier, les 5 premiers, mettons les 5 premiers, il y a une chance sur 2 de planter un lanceur de classe lanceur lourd comme les Ariane à l'échelle de ce qui se fait internationalement. Tout le monde s'est planté. Ariane 5, je ne veux pas vous le refaire, mais évidemment aussi au début. Ariane 6, je touche cette merveilleuse table en bois, c'est plutôt des succès pour l'instant, donc tant mieux. Attention, soyons modestes, tout peut arriver, on n'a pas encore fait un certain nombre de missions emblématiques, on est évidemment très encouragé et on a très envie de faire la première version avec 4 boosters, ce sera une première en Europe aussi. Pas tout à fait vrai vis-à-vis d'Ariane 4, mais à l'échelle de ces boosters-là et de cette méthode de fonctionnement-là d'Ariane 6 par rapport aux Ariane précédentes. Donc voilà, il y a tout à faire devant nous. Pourtant, tout de même, en une image seule, vous voyez que je vais rester modeste. Pour l'instant, c'est 3 succès et on en est hyper fiers. Alors, Kourou, justement, dans une seconde, vous avez probablement vu des images ou croisé, même peut-être vu physiquement, si vous êtes entre Rouen, Bordeaux, voire même si vous habitez Rotterdam, ou Brême, le bateau Canopée, dont on est là aussi très fiers et qui nous permet de faire cette rotation en embarquant depuis Brême, donc au nord de l'Allemagne, en passant par Rotterdam, ensuite puis Le Havre, puis Bordeaux, pour aller jusqu'à Kourou, en utilisant un système hybride, donc en ayant une propulsion standard de véhicules, de navires cargo, mais en ayant surtout la moitié, presque la moitié de sa consommation d'énergie réduite par l'utilisation de voiles. Et on est capable de mettre un lanceur entier, y compris des charges utiles. Alors généralement, il y a un petit décalage parce que finalement, la campagne lanceur, elle est assez rapide une fois arrivé à Kourou. Donc le satellite ayant besoin d'un peu plus de temps dans toute la partie flèche verte pour se préparer. Il arrive généralement avant, mais il est très probable qu'une rotation de bateau Canopée embarque le satellite de la mission suivante. Alors, souvent, le satellite arrive encore par avion, mais en tout cas, c'est une opportunité qui est offerte. Et surtout, au-delà de ça, Canopée est capable d'embarquer tout un lanceur prêt à être assemblé, équipé et de finir d'être décollé, de finir d'être préparé avant de décoller. Il faut comprendre que l'ensemble de ce schéma-là, il est fait, parce que le dernier qu'on attendra, c'est le lanceur, et finalement, pas forcément lui le plus long, mais à partir du moment où il arrive, on vise, on n'est pas complètement encore, mais on vise en ce que 15 jours ouvrés, 3 semaines, le bateau arrive et on soit sous le portique mobile qui est en haut à gauche et qu'on soit prêt à assurer une chronologie. Donc ça, c'est littéralement divisé par 3 le temps passé pour une campagne sur Ariane 5. Et puis, ça me permet d'illustrer ici, en n'ayant pas forcément beaucoup, malheureusement pour des raisons de sûreté, d'images d'usines à vous montrer. Pour celles de ceux qui ont l'opportunité de visiter un site industriel, en tout cas chez Ariane Group, vous pouvez le voir, et chez les partenaires d'Ariane Group, chez les 600 entreprises que j'évoquais tout à l'heure, il y a plein de modules à différentes étapes d'avancement, forcément. Et globalement, c'est assez impressionnant, quoi. Le ramp-up industriel, il est exactement là. D'ailleurs, ça tombe bien, je vous en parle dans 2 images. Mais c'est le challenge le plus important qu'on ait à faire. Vous allez voir que du coup, à l'échelle plus qu'européen, la quantité de lancements que l'on a à préparer dans un aussi court laps de temps, donc on parle bien de ramp-up industriel, l'idée c'est d'augmenter la cadence pour atteindre la cadence cible, est assez impressionnant.
Histoire de boire un verre d'eau et de reposer les oreilles et les cerveaux de tout le monde, il y a une petite vidéo qui retrace la campagne et le vol de CSO3, le lancement que l'on a fait à une date qu'il est important de retenir puisque c'est la veille de mon anniversaire, et qui retrace l'ensemble de la campagne. Vous allez voir, je ne vais pas parler dessus, donc vous allez voir Canopé arriver, les étapes d'intégration du lanceur d'un côté, vous le voyez sur cette image, du satellite de l'autre côté, considérez que ça se fait en parallèle, même si forcément les images sont séquentielles, de la verticalisation du lanceur sur son pas de tir, de l'assemblage final sous le portique mobile. Il faut imaginer le remplissage en ergol, le décollage et le vol lui-même avec des caméras embarquées. Et toujours avec modestie, je vous le disais. Voilà, ça fait quelques images hyper intéressantes. Vous me direz aussi si vous souhaitez qu'on revienne sur des éléments clés et un peu emblématiques de la chronologie et de la séquence de lancement. Il y a sûrement plein de trucs qui peuvent vous intéresser. Alors, en peu industriel, je l'évoquais, je terminerai là-dessus pour la partie Ariane 6. Qui est assez important, assez dantesque même. Difficile forcément de bien interpréter cette image, je vais vous la faire comme ça. À gauche, un certain nombre de lanceurs sélectionnés. On aurait pu être plus large, on aurait pu présenter Vulcan, Delta 4 aussi. H3, c'est un lanceur japonais. Les Ariane et Falcon 9, je pense que c'est inutile de vous les représenter. Considérez qu'à l'extrême gauche de l'image, à gauche de l'image, disons-le comme ça, on est à T0, c'est le lancement inaugural avec les dates, les succès et les échecs de chacun de ces lancements. Et à chaque fois, c'est les 2, 3 et 4e lancements qui sont représentés sur une échelle en mois. Vous voyez, et on pourrait le corriger sur cette image, qu'on n'est plus Q4 2025 théorique, mais le 4e lancement d'Ariane 6 est bien prévu le 4 novembre, sauf contrôle, c'est ça qui va se passer. Alors même qu'un certain nombre d'autres lanceurs ont mis plus de temps. Vous voyez qu'on essaye d'imaginer le 4e vol, donc ça mettra donc, ça aura mis environ 15 mois. Le 5e est dans la foulée, parce qu'il est prévu pour décembre. Et donc on est à la grosse à près de 17 mois. Il faut considérer que le 4e modèle de vol, en moyenne, quels que soient les lanceurs internationaux, c'est environ 23 à 25 mois par rapport au vol inaugural. Attention, c'est pas du tout la même logique. Hein. On peut parler de Falcon, mais évidemment aujourd'hui ça nous ferait rire. Il faudrait mettre énormément de petites Falcon. Là, si on est par mois, il faudra en mettre combien? C'est assez dantesque. Parfois ils arrivent à faire 3 lancements par semaine. Donc forcément, c'est un ramp-up industriel initial. En revanche, mettez-vous entre guillemets à notre place et là aussi sur ce qu'on est en train de réaliser. On le fait avec 600 entreprises, 13 pays européens, 13 000 personnes.
et avec des contraintes qui ont été très différentes dans le développement d'Ariane 6, mais qui font que, par contre, retouchons du bois, aujourd'hui c'est un succès sur ces premiers vols, et que c'est plus qu'un succès, c'est même un succès avec une précision à l'injection pour ce que réalise Ariane 6, envoyer un satellite à un endroit très précis, le fait brillamment comme l'héritage d'Ariane 5 pour le. Voilà. Alors, ouvrons un peu les perspectives sur ce qui se passe autour de nous. On choisit de se recentrer un peu principalement sur l'Europe. J'ai deux sources à mentionner obligatoirement. La première, c'est celle de la Toulouse Space Team, qui fait très régulièrement, une fois par an, cette cartographie que volontairement, celle-là, j'ai prise un tout petit peu ancienne, donc pour être très franc, elle date d'il y a 2 ans, de 2023, c'est marqué en bas. En revanche, c'est les goûts et les couleurs, mais je la trouvais un tout petit peu mieux présentée puisqu'elle remet Cocorico un encadré spécifique sur les sociétés françaises, vu que Astre a quand même à date cette vocation, et je le fais actuellement en langue française, c'était aussi pour vous dire ce qu'on avait chez nous, par rapport au reste des activités européenne. Notez que du coup, statistiquement, en nombre d'entités, a priori Toulouse Space Team compte, en tout cas en 2023, comptait tout. On n'a pas à rougir de la quantité phénoménale de boîtes qui se sont créées dans l'écosystème spatial, et notez, quel que soit le segment d'activité. Donc on peut évidemment parler des lanceurs, on est en bas à droite. Je vous lis tout de suite, on ne va pas forcément s'attarder sur cette image, c'est littéralement le cœur de la présentation à suivre. Je fais un focus là-dessus, mais vite fait par contre, entre l'énorme partie sur la propulsion appliquée aux plateformes satellitaires. Vous voyez que c'est pas Thales, Airbus, Co, c'est pas exactement des startups. Pour l'instant, à date, il y a vraiment que eux qui sont en place sur le marché. Parenthèse, et notez aussi le bruit de couloir et médiatiquement la fusion probable, en tout cas proposée, de rapprochement des activités satellites de 3 acteurs importants que sont justement Thales dans son activité satellite, Airbus dans son activité satellite aussi, pas dans son activité lanceur, les lanceurs c'est nous, Ariane Group, et Leonardo, la société italienne. Et puis un point intéressant à noter aussi, c'est qu'en fait, il y a plein d'autres trucs dans l'espace. Donc, les services en orbite ont explosé. Même cette image de 2023 ne rend pas hommage à la quantité phénoménale d'activités qu'il peut y avoir. Pour celles et ceux qui y ont des connaissances, voire suivent, je mentionnerai par exemple la société Alatir, récemment créée, qui cherche à faire littéralement le remplacement de la station spatiale orbitale internationale, qui aujourd'hui a une date de fin, 2030, presque peut-être 2035, mais pas plus, et qui proposerait une solution robotisée pour faire exactement ce dont on veut faire, des expériences en microgravité à 400 km au-dessus de notre tête. Et en fait, voilà, il y en a plein, des comme ça, avec des modules qui embarqueraient un certain nombre d'expériences, voire qui pourraient larguer quelque chose en orbite, alors pour le coup plutôt basse, et qui re-rentrerait en étant réutilisable. C'est le modèle de quelques sociétés comme The Exploration Company et des modules d'Exotrail notamment, qui sont en train de cartonner, de réussir leur premier modèle et de montrer surtout que voilà, en Europe principalement, mais finalement en France aussi, pour le coup, cette image lui rend hommage. On a énormément d'activités absolument passionnantes sur le spatial. Dit autrement, si vous êtes jeune et vous cherchez des stages, vous avez la liste d'entreprises auxquelles postuler. Alors, avant de faire la transition sur les lanceurs, retour, hein, désolé, je prêche un peu pour ma paroisse quand même, hein. Retour sur ce qu'on fait chez nous. En fait, on est déjà en train de faire du futur aussi, et heureusement, depuis un certain nombre de temps, au travers de 2 briques importantes. La première, c'est Prometheus. On a donc un tout nouveau moteur qui fonctionne à l'oxygène et au méthane. Ça pousse un peu moins que l'hydrogène, c'est un parti pris volontairement. C'est beaucoup plus manipulable puisque ça a une température liquide qui est nettement plus proche de celle de l'oxygène. Et tant mieux, ça ne fait pas un gradient thermique trop important entre les 2 réservoirs. Donc ça nous permet de retrouver ce qu'on avait mis sur Ariane 5 pourtant, alors même que c'était de l'hydrogène, mais des fonds communs, plus faciles à maîtriser. Et donc Prometheus nous offre cette capacité, comme Vinci
de pousser, comme Vulcain, comme Vinci, de pousser, un moteur cryo, d'être rallumable en vol, alors pour le coup comme Vinci, exactement ce qu'on a fait, mais surtout d'être réutilisable. Et donc pour avoir cette brique réutilisable, Prometheus a un élément hyper important, parce qu'il a une poussée variable. Évidemment, on pousse pleine balle quand on décolle, et il y a ce fameux coup de frein à mettre quand on réatterrit, pour rallumer, en rallumant le moteur, donc déjà qu'il se rallume, c'est ce que je disais, en poussant pas fondamentalement à 100% de sa poussée, sinon ça partirait dans le mauvais sens, mais pour ralentir le vecteur poussé et donc pour atterrir doucement et proprement. Comment on va faire ça? C'est une bonne question, on va le faire en essayant de le faire déjà. Et donc, la démonstration de tout ça, c'est Thémis. Récemment sont sorties des images, j'en ai une tout de suite après, de Thémis sur un tas de tir. Alors, on n'est pas à Kourou, je vous en parle dans une seconde, mais en tout cas, la somme des deux, Prometheus et la brique de démonstration technologique Thémis, ça nous amène à Maya, qui fait partie de l'écosystème du New Space français, qui est une boîte détenue à 100% par Ariane Group et créée par Ariane Group. Pourtant, c'est un modèle complètement start-up. Ils sont 300 personnes et ils ont assez peu vocation à être forcément plus nombreux, en tout cas pas beaucoup plus nombreux, et de faire une perspective de lancement réjouissante, puisque en étant créé il y a 3 ans à peine, ils veulent voler avec un vol dit expandable, non réutilisable l'année prochaine, et faire leur premier vol réutilisable en 2028. Voilà la roadmap de Maya. Et Maya a son autonomie propre. Notez, ça peut prêter à sourire, mais pour celles et ceux qui connaissent l'écosystème Ariane Group, on le voit de plus en plus. C'est pas un logo bleu, c'est un logo vert, c'est tout bête, mais ils ont leur identité propre. Ils s'appellent Maya Space, leur lanceur s'appelle Maya. Il n'y a pas de mention d'Ariane Group. Certes, on est le financeur, le lancement de la start-up. Il n'y a pas vocation à ouvrir le capital non plus de Maya Space. Il y a forcément des transferts technologiques. Évidemment, Maya Space a vocation d'acheter, c'est bien ça dont on parle commercialement, le moteur Prometheus, en tout cas dans sa version commerciale, réutiliser la connaissance acquise grâce à la démonstration de Thémis dans les prochains mois. Thémis, c'est vraiment dans les prochains semaines et mois, pour apporter cette brique réutilisable. Voilà. Et donc, je reviens à Thémis, je reviens à la partie Ariane Group pure. Le moteur Prometheus tiré sur banc à Vernon, chez Ariane Group à Vernon, intégré pour l'instant toujours à Vernon, l'image en bas à gauche, et donc testé notamment dans une version semi-étage, la version de l'image centrale gauche, en bas, où en fait, plutôt que d'alimenter par le sol, ce qu'on fait sur un banc d'essai généralement, il y a carrément eu 2 réservoirs d'oxygène et de méthane remplis qui ont été montés dans cette espèce de superstructure pour mettre en œuvre un étage complet. Exactement, ça ressemble beaucoup finalement à l'essai d'Ariane 6 sur son pas de tir, c'est un peu ça. Sauf que là, on est sur un banc d'essai, pas sur un pas de tir. Mais globalement, c'était l'idée. Et on a finalement, très schématiquement, alors ça a pris quelques mois, vous en conviendrez, mais mis une structure à tout ça. En effet, c'est évidemment des nouveaux réservoirs, d'une structure complète, des lignes, de l'avionique embarquée, des landing legs, ces fameux 4, il y en a bien 4 pattes qui permettent de se reposer dessus. Et donc, dans l'image principale, il y a quelques jours, on a révélé le fait que Thémis était arrivé à Kiruna, si vous reconnaissez, il y a des sapins, donc on n'est pas exactement à Kourou, en nord de la Suède, qui, dans le cadre de la coopération européenne sur ce projet-là, sur cette brique réutilisable, a choisi d'offrir son pas de tir. Et donc, c'est une simple dalle de béton, mais tout de même avec un certain nombre d'infrastructures, évidemment, sol pour opérer Thémis. Et la petite roadmap de Thémis à court terme, c'est d'essayer le plus vite possible, a priori ça sera en tout début d'année prochaine, de faire un hop test, donc de faire un allumage du moteur, de faire un décollage de quelques dizaines, peut-être même centaines de mètres dès le début et de ratterrir de là où il est parti. D'ici la fin de l'année, c'est certes moins impressionnant, mais comprenez quand même pour nous, c'est un élément important. C'est de faire un essai complet en ne décollant pas, pour vérifier que l'ensemble du système est prêt à le faire. Kiruna, nord de la Suède, subtilité, c'est qu'assez vite, il va faire moins 40 degrés à l'extérieur, tout de suite un peu moins facile pour opérer tout ça. Donc c'est ça qui nous fait passer juste après la fin de l'hiver rigoureux du nord du cercle polaire pour continuer les activités et faire le hop test en début d'année prochaine.
Alors, préparez-vous dans le chat, j'ai une question pour vous dans 3 minutes. Deuxième source, celle de European Space Flight, sous le lead d'Andrew Parsonson, qui propose 2-3 vues, vignettes téléchargeables, donc je le mentionne et je le cite ici, qui sont assez représentatives de l'ensemble de l'écosystème. Donc ici, sur les lanceurs, du coup, c'est bien ça dont on parle aujourd'hui, de voir l'ensemble des projets tels qu'elles existent. Alors, je trouve que c'est une des versions les plus à jour possibles. Donc, c'est un peu particulier parce qu'il faut brancher la tête, mais notez qu'on parle quand même d'une gamme de lanceurs hyper vaste. Ariane 6 est là principalement pour servir de point de comparaison. 60 mètres de haut, Ariane 6, donc jusqu'à des, assez vite, en fait, finalement, on va pas se le cacher, des fusées-sondes. On appelle sounding rocket ou fusée-sonde, tout ce qui ne va pas libérer quelque chose dans une orbite. Ça ne me dit pas qu'il va rien larguer, bien au contraire. Par contre, c'est pas une orbite, rarement plusieurs orbites complètes que fera l'objet une fois largué par une fusée-sonde. Donc, c'est pas tout à fait juste, pas exactement, mais de toute l'image toute la deuxième rangée, ça va être plutôt principalement cette gamme-là. C'est donc important de se dire que on parle de gamme de véhicules, de gamme de lanceurs assez différents, tout de même. Et à l'inverse, ça me permet d'illustrer le fait que Maya, que j'évoquais tout à l'heure, est pas du tout du micro-lanceur, c'est du petit lanceur dont acte. Ça fait 3,5 mètres et demi, un peu moins, de diamètre par rapport aux 5,40 mètres bien connus du modèle Ariane 5 et donc d'Ariane 6. Pourtant, ça fait quand même 50 mètres de haut. Donc, ça fait un lanceur plutôt grand, finalement, comparé aux autres modèles européens. Alors, voilà, c'est ça, fait cet encadré-là. Est-ce que dans le chat, c'est à vous, je ne sais pas si le chat c'est pertinent, vous pourriez vous demander et surtout répondre à cette question, pourquoi cela? Pourquoi j'ai mis en avant cela? Parce que du coup, les équipes, j'ai l'impression d'être un live Twitch, parce que les équipes du chat peuvent me répondre. Parce qu'un certain nombre d'idées peuvent popper, est-ce que vous avez le droit de poster? C'est pas hyper flagrant, ou alors vous ne savez pas du tout. Vous pouvez répondre, je ne sais pas. Ça me permettrait de savoir si vous êtes capable de répondre, c'est pas hyper flagrant. Pas de réponse du chat, d'accord? Bon, zut. Ah, si, des premières. Je ne sais pas. Donc ça veut dire que le chat fonctionne. Très bien. Eh bien, sachez-le. Ah, pas mal. Ah, bah, attends un peu alors. Pas mal. Ah, bon point pour le CSG. On va y revenir, c'est intéressant. Ouais. New Space versus micro-lanceur. Charlotte, vous souhaitez nous évoquer? Ouais. Ah, c'est marrant, c'est une information que je pensais, j'ai bien fait d'en parler, c'est une information que je pensais un peu plus complète. En fait, l'Europe, on a la réponse? Bravo. Félicitations. Ouais. Bravo Thomas, tu gagnes ton stage chez Ariane Group au fin fond de l'Auvergne. Donc dans l'ELC, l'European Launcher Challenge, alors désolé, il y a un peu d'anglicisme, bienvenue dans le spatial européen. L'Agence spatiale européenne a choisi un nouveau modèle économique qu'elle a appelé comme ça. Donc en ne parlant plus du tout de retour géographique, il n'y a plus du tout 13 pays, il n'y a plus du tout cette logique de retour sur investissement quand un État finance un programme spatial, retour sur investissement pour son industrie. A priori, le retour sur investissement pour un État est quand même relativement faible de financer directement un lanceur. Il gagne un élément important. On n'en a pas parlé, c'est un poncif, désolé de ne pas avoir dit tout de suite, mais c'est l'accès autonome vers l'espace, évidemment, pour l'Europe. C'est ça l'enjeu qui est derrière et c'est en ça que c'est important. Mais je vous en parle là aussi dans très peu de temps. Vous voyez la roadmap à droite, on est highlighté en bleu ciel à ce moment-là. Il a été fait sélection, effectivement, de 5 acteurs. Maya Space, qui se trouve être en France, PLD Space, qui se trouve être en Espagne, 2 sociétés allemandes, Rocket Factory Augsburg, RFA, et Isar Aerospace, qui ont 2 solutions tantôt similaires, tantôt assez différentes dans leur approche, et une société britannique, Orbex, Orbital Space, qui propose tous les 5, du coup, un lanceur, et qui ont, parmi, du coup, tous les autres, on oublie Ariane 6 qui ne répondait pas au modèle, ni Vega non plus, puisque la société Avio est par définition déjà en train de développer
d'exploiter accessoirement un lanceur financé par l'Europe, comme nous on le fait avec Ariane 6, ils le font avec Vega. Donc, ils ne pouvaient pas répondre à cet appel à projet, en l'occurrence, mais tous les autres le pouvaient. Ces 5 ont été sélectionnés. Et la logique est la suivante. Vous le savez très certainement, mais la conférence ministérielle de l'ESA qui décide des budgets pour les 3 années à venir, soyons clairs, ce n'est pas l'ESA qui décide, hein, c'est bien les États membres de l'Agence spatiale européenne. Et là, cette fois-ci, on parle de l'ensemble des membres, pas du tout des 13 évoqués, mais ils doivent être près d'une trentaine finalement en comptant les États de l'Union européenne, plus la Norvège, la Grande-Bretagne qui, je vous rappelle, est partie de l'Europe, et la Suisse, entre autres, même l'Australie. Enfin bref, il y a plein de monde dans en tant que financeur de l'Agence spatiale européenne. Se trouve à devoir faire des choix de financement sur les 3 ans à venir. Et là, pour le coup, l'Agence spatiale européenne, c'est son choix, propose un nouveau modèle, celui de l'European Launcher Challenge. L'objectif est donc du coup de voler d'ici à 2027 et de faire un vol orbital, donc d'envoyer quelque chose qui reste en orbite, hein, tout ce qui est premier étage qui retombe après 13 secondes dans l'eau, ça marche pas. Et ça leur permettra du coup d'engranger un certain nombre de contrats de l'Agence spatiale européenne qu'elle se réserve et qu'en tout cas qu'elle supporte, du moins c'est le retour sur investissement qu'elle souhaite avoir. Voilà. Donc c'est ça dont on va parler dans les prochaines images, directement dans la suivante, où on a, alors cette vue est un tout petit peu vieille, la couleur des points est peut-être pas forcément la bonne, mais on a quand même aussi la logique en développement, en cours de développement exploité et donc opérationnel, c'est les points verts finalement, pardon, sur une gamme de lanceurs. Je crois que je vous ai remis les encadrés bleus exactement des 5 sélectionnés par le LC de l'ESA. On ne parle pas de la même gamme de produits quand même, hein. Vous l'avez noté, la capacité d'emport annoncée est assez importante finalement pour les 2 lanceurs, bien qu'elle n'est que annoncée. Pour RFA et ESA, donc les 2 sociétés allemandes, elle est modeste, mais elle est fondamentalement pas du tout la même que le marché de, je sais pas, de Vega par exemple. On aurait pu penser que vu la taille, ça ressemblait à ça. Vous vous souvenez de l'image précédente pour Maya. PLD, Space avec Muria, qui aujourd'hui, en toute honnêteté, en plus d'envoyer quelque chose d'assez faible, réussit pour l'instant à faire, justement, j'en parlais, de la fusée sonde. Donc c'est le plus avancé pour envoyer quelque chose. En revanche, c'est toujours pas orbital. Donc une bonne nouvelle, ils ont une fusée, mais ça n'arrive pas trop à passer l'étape de envoyer quelque chose en orbite. C'est ça le plus important. Et c'est ça le but de l'European Launcher Challenge. Orbex est plus taiseux, difficile de savoir un peu trop où ils en sont aujourd'hui. Bon, non pas que je sais particulièrement où ils font RFA et ESA, pour être honnête, j'en ai pas la moindre idée, à part les communications qu'on va d'ailleurs voir dans une seconde. Mais c'est un sujet qui a matière à réflexion et à garder en tête que d'ores et déjà, tel que Andrew Parsonson et European Space Flight l'a synthétisé, on ne parle pas de la même gamme de produits, rien que dans ce challenge-là, évidemment pas comparativement au lanceur lourd qu'est Ariane 6 et ici représenté Ariane 5 par exemple. Voilà. Yes, je vais accélérer un tout petit peu pour avancer. Juste un un rapide trait d'actualité. En haut à gauche, il existait, c'est moins en Europe, il existait, non, remarquez, il existait Virgin, bon, la société a un chouïa fondu les plombs, de devoir faire très vite, il n'y a même plus de chargeur, tiens, regarde, celui-là, hop. Ah, on a perdu carrément la slide. La slide n'est pas en fait. T'inquiète pas, on va tenter un truc. Non, mais t'en excuses pas. Je pensais dans la gauche. Est-ce que tu vois? Je peux parler sur cette slide au moins, mais bon, je te laisse récupérer le jus, t'inquiète pas. Donc Virgin qui est du coup qui a un peu mis la clé sous la porte. L'attitude a énormément d'effets d'annonce, c'est hyper intéressant. Malheureusement, ils n'ont pas été sélectionnés pour l'European Launcher Challenge d'une part, et d'autre part, c'est sûr que Stanislas Maximin, il a envie d'envoyer énormément de fabriquer énormément de fusées, plusieurs par semaine. Il l'a dit plusieurs fois.
bon, il faut encore que ça se démontre. C'est le cas pour tout le monde, hein, soyons clairs, avec toute modestie, il faut absolument que tout le monde le démontre aussi. Mais on est tout de suite, c'est intéressant dans l'attitude sur une logique de cadence. Je vais le faire à l'oral, je vais vous laisser réimaginer la slide telle que je la présentais. Ensuite, il y avait la démonstration d'un certain nombre de moteurs. Donc PLD Space, on l'avait dit, c'est du sounding pour l'instant, donc c'est la fusée sonde. Ils n'ont pas encore complètement réussi à démontrer une mise en orbite. Et puis, on l'a vu finalement un peu dramatiquement, tel que ça nous a été présenté. Tristement, RFA a malheureusement fait sauter son premier étage, qui était un modèle de vol, en l'ayant fait sur le pas de tir, qui était lors d'un essai. Donc, bon, ça peut poser question sur la suite. Alors, a priori, tout va bien pour le pas de tir qui n'a pas trop été endommagé. Je vous laisse apprécier l'image qui est la plus rougeoyante de cette slide. L'autre en haut à droite, étant de dire que c'est un excellent succès, mais Isard nous l'a dit en long, en large et en travers, c'est absolument incroyable. C'est vrai, ils ont fait une fusée qui a décollé. Bon, 13 secondes après, ça a nourri les saumons, mais ça reste hyper impressionnant. Il y a un challenge, attention, je ne connais pas du tout, je le dis avec ironie et blague, mais franchement, soyons modestes, le space is hard, vous le savez, et c'est déjà hyper compliqué, bien que factuellement, à date, la démonstration de quelque chose qui vole et qui soit en orbite soit encore à acquérir. Donc, les challenges sont tous devant nous. Bonne nouvelle, on est tous et toutes autour de la table et du téléphone, plein de forces vives, en ayant plein d'envie et d'engouement pour aider qui en Espagne, qui en Allemagne ou en France, évidemment, à accomplir ce doux rêve. Voilà. J'ai un dernier élément que je voulais, deux derniers pour être franc, que je voulais soumettre à votre vision et sagacité. La première, c'est un truc intéressant sur le modèle de financement américain. Le ministère de la Défense américaine au travers de sa division Space Force, dont on a maintenant emblématiquement, au-delà de la série Netflix Connaissance, hyper bonne série, très drôle, un modèle assez particulier où on ne va pas entendre parler de financement collaboratif, de financement sponsorisé du spatial aux États-Unis. En revanche, on est capable de faire 13,7 milliards de commandes en commandant 54 missions au travers de 3 acteurs américains. Petite parenthèse au cas où c'est pas très clair, c'est les marchés captifs. Hein. Le contrat du DoD américain, du ministère de la Défense américain, on ne peut pas, nous, Européens, l'adresser, c'est interdit. Vous apprécierez la loi antitrust qui s'applique uniquement chez eux. Et donc, justement, vu que c'est une loi antitrust, ils ont un peu ventilé leur asset, donc chez SpaceX, chez ULA et chez Blue Origin. Blue Origin, société de Jeff Bezos, SpaceX, inutile de vous le présenter. ULA, intéressant, entreprise commune entre Lockheed Martin et Boeing dans leur division fusée. Ça ressemble vaguement quand même à ce qu'a fait Airbus et Safran dans leur division spatiale qui s'appelle Ariane Group. Hein. Donc c'est une entreprise qui nous ressemble énormément, qui fait un lanceur qui ressemble pas trop mal quand même aux capacités d'emport d'Ariane 6, alors qu'elle est pensée complètement différente, parce qu'il y a bien 2 moteurs cryo liquide en étage principal. Un nombre de boosters qui varie de 0 à 5. Non, je me suis pas planté. 5, pas 6, pas pourquoi, mais un nombre impair de boosters est capable de décoller. C'est assez bluffant ce que fait Vulcan quand même et ce que fait ULA. Bref, revenons aux chiffres vite fait. 14 milliards, donc ventilés sur 54, ça fait quand même, pour le moins cher d'entre eux, plus de 200 millions de dollars le lancement. J'ai pas forcément beaucoup de commentaires dessus, mais pour celles et ceux qui connaissent vaguement la gamme de prix de ce qu'était une fusée Ariane 5, en l'occurrence justement à ses débuts de 100 millions, qu'on a tiré parce qu'on a commencé à robustifier un peu, sur Ariane 5 c'était compliqué, hein, les procédés industriels de réduire la facture, et aujourd'hui, vous le savez, Ariane 6 se veut être 2 fois moins cher qu'Ariane 5. Même si on a un support à l'exploitation qu'on espère voter à la conférence ministérielle et qui a été la ligne décidée, préimaginée de la conférence initiale de Séville il y a 1 an. Je vous en reparlerai si vous avez des questions là-dessus, sinon passons. Bref, le modèle américain a quand même cette logique de financement. Vous, tout est bien que SpaceX ne vend pas à 211 millions le lancement d'une Falcon 9 classique pour un satellite commercial
Il peut être pour le coup indien, européen, allemand, par exemple, pour de l'observation et pour de la défense. Donc, il y a un côté tout à fait entendu et légitime, hein, en tout cas sur la facture du contribuable américain. Bon, ben voilà, c'est pas ni plus ni moins différent que ce qui se fait en Europe, mais c'est pour le coup fait complètement différemment en Europe, avec une logique qui est bien différente, même si on arrive à des montants tout de même moindres quand même. Là, franchement, on va le dire autrement, ils sont un peu gavés. Et puis c'est fou, quoi. C'est un contrat cadre du ministère de la Défense sur 7 ans. C'est la dernière paragraphe qui est en bas. Ils savent où ils vont, ils ont le nombre de lancements à produire et donc le nombre de lancements préachetés en avance de phase. On fanfaronnait et on fanfaronne toujours un petit peu, je ne vais pas vous cacher, avec Ariane 6 qui a 30 clients en carnet de commandes. Bon, soyons clairs, 18 fois c'est le même, hein, c'est la constellation Kuiper pour Amazon. Mais tout de même, c'est quand même un sacré carnet de commandes uniquement de l'institutionnel, comme on l'appelle, uniquement de l'État. Voilà, je vous soumets ça à votre réflexion. J'ai un dernier élément à vous parler là aussi pour ouvrir un petit peu, c'est les évolutions d'Ariane 6 qui sont déjà là. Ariane 6, on l'a pensé pour être modulaire, flexible, versatile, adaptable, mais pour être modifiable et pour avoir des incréments d'évolution. Donc en voici un qui va voler dans finalement pas si longtemps, puisque d'ores et déjà, les éléments en bleu vont voler les premiers, les autres vont suivre dans la foulée. On a un nouvel adaptateur pour la charge utile. Ça, du coup, un certain nombre de clients le demandaient assez vite quand Ariane 6 a été conçu. Ça ne faisait pas partie du contrat initial de développement. Grâce à cet incrément de développement, on leur octroie, mais surtout, et du coup, là aussi assez emblématiquement, j'en ai pas mis l'image, mais en avril de cette année, on a testé une version étendue, plus importante des boosters, qui nous permettent d'avoir ce complément de poussée supplémentaire pour avoir plus de performance donc et pour embarquer des charges utiles toujours plus importantes. Et en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a réussi à faire cette augmentation de booster qui reste à voler encore sur une version Ariane en ne changeant pas les emplacements d'accroche entre les boosters et la partie du milieu qu'on appelle le corps central. En l'occurrence, ils sont attachés sur l'étage principal qui est propulsé par le Vulcain. Mais voilà, c'est un élément intéressant et du coup, pensez bien qu'elle n'est pas réutilisable. Ça fait 10 ans qu'on l'a imaginé, il y a 10 ans, on ne l'a pas pensé réutilisable, dont acte. OK. Pourtant, on a pensé déjà un certain nombre d'adaptations et puis avant même son 10e vol, je vous le dis comme ça, il y aura déjà des évolutions d'une V2, appelons-la comme ça, d'Ariane 6 qui commenceront à voler. Voilà. C'est tout ce que j'ai eu à vous dire. Et moi, je vous renvoie pour poursuivre techniquement les éléments et les échanges c'est un peu pompeux ce que je vais dire, mais vers nos réseaux sociaux, où pour le coup, je trouve que le contenu que l'on publie est souvent assez pédagogique, parfois assez technique. N'hésitez pas à vous y abonner et à interagir, tout comme, et je mentionne pour les remercier de leur du rôle de mentor qui m'offre, tout comme Astre, qui a un super compte, au moins LinkedIn. Je parle sous votre contrôle, principalement LinkedIn, sur lequel je vous renvoie aussi. Alors, faites gaffe, pas mal de gens s'appellent Astre sur LinkedIn, mais enfin, on reconnaît bien votre logo tout de même, et sur lequel vous postez vous aussi justement plein de conférences, de groupes de travail comme celui-ci et d'éléments soumis à réflexion. Voilà, restez curieux. Merci de m'avoir écouté. Je suis prêt à répondre à quelques de vos questions. Après, une surprise. C'est ça. Après une petite surprise. Merci en tout cas. Merci beaucoup Arnaud. Et donc cette surprise qu'on a préparée, c'est un petit layout qui sera porté sur la conférence que vous venez d'entendre. Alors ce que je vous invite à faire, c'est de vous connecter au Kahoot dont je vais partager le lien dans la conversation dans quelques instants. Tu peux jouer? Oui, bien sûr. Cool. Merci. On va laisser 1 à 2 minutes le temps que tout le monde puisse se connecter. Vous pouvez scanner le QR code qui est à l'écran ou rentrer le code PIN que vous voici.
que vous voyez aussi à l'écran. On peut changer de... Évidemment. Washington, il y aura un classement? Ouais, il y aura un classement. Ok. Ouais, il y a un challenge là. On se sent challengé là. Oui, l'idée, c'est... On va perdre, c'est bon, ça marchera jamais. C'est truqué, c'est truqué. Ok, on est 11 connectés. On va encore attendre une petite minute. A priori, le casque de cosmonaute est à la mode. Ouais, Ou la mèche du rocker, je sais pas trop. c'est le Presley. C'est la juste c'est la mèche à Elvis Presley. Ok, on va pouvoir commencer, je pense. Les gens sont restés à cette conférence après. Ouais. On va pouvoir commencer. C'est parti. Première question. Quelle était la date du vol inaugural d'Ariane 6? Le 30 juillet 2024 pour la réponse A, 4 novembre 2025 pour la réponse B, le 9 juillet 2024 pour la réponse C et le 16 juin 2024 pour la réponse D. Vous êtes 7 à avoir trouvé la bonne réponse le 9 juillet 2024. Effectivement, il y a quelques pièges dans cette question-là. À savoir que plus vous répondez vite, plus vous avez de Désolé. Sorry. Je ne vais pas dire qui est le premier, on va passer à la question suivante. Combien de fournisseurs ont été sollicités pour fabriquer Ariane 6? Réponse A, environ 500 fournisseurs. Réponse B, environ 600 fournisseurs. Réponse C, plus de 700 fournisseurs. Et réponse D, environ 400 fournisseurs. 14 réponses. Et que, évidemment, c'est environ 600 fournisseurs. Vous êtes 10 à avoir donné la bonne réponse cette fois-ci. Bon, j'arrête de jouer. Question suivante. Dans quel pays est fabriqué l'étage supérieur d'Ariane 6? Réponse en rouge, l'Allemagne, en bleu, le Luxembourg, en jaune, la France et en vert, l'Italie. Dans quel pays est fabriqué l'étage supérieur d'Ariane 6? C'était l'Allemagne. Vous êtes 11 à avoir trouvé la bonne réponse. Et on a toujours Arnaud en pole position, suivi de près par Jérémy. Belle série de Thomas. On passe à la question suivante. C'est votre chance, si jamais. Combien de tonnes de charge utile Ariane 6 peut être mis en orbite héliosynchrone? Les gens qui répondent très très vite. Donc c'est bien la masse de charge utile qui peut être mise en orbite. Moi, je me suis planté. Je crois. C'était 15,5 tonnes. Vous êtes seulement 4 à avoir fait la bonne réponse. Le classement risque de changer. Et effectivement, Trésor dans la salle, encore une fois, a pris de l'avance. C'est l'avant-dernière question. Donc préparez-vous bien. Combien de pays ont eu un fabricant de micro-lanceurs sélectionné pour l'European Launcher Challenge? Réponse A, 4. Réponse A, 3. Réponse 2, 4. Réponse 3, 6. Et réponse 4. C'est dur à faire ce que tu es en train de faire là. C'est pas le plus évident. En fait, j'ai mis l'ordre de réponse aléatoire. C'est son rouge. C'est mis en 4. Et vous êtes 9 à avoir trouvé la bonne réponse. C'était l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Ouais, bien. Et le top 3 ne bouge pas. C'est la dernière Il question. y a bagarre. Lequel de ces nouveaux lanceurs annonce les meilleures performances? Question compliquée. Réponse A, Maya. Réponse B, Spectrum. Réponse C, Orbex. Réponse D, RFAO. Alors là, franchement, j'ai pas la réponse.
Et c'était RFA1. Vous êtes 4 à avoir trouvé la bonne réponse. Est-ce que, Arnaud, tu veux détailler sur la réponse à cette question? On m'a répondu un et qui quoi? À toutes les questions générales? Sur cette La dernière en particulier. Bah non, on a conclu, c'est bien sûr. Ouais, on a conclu là-dessus. C'est compliqué de faire une boucle de performance quand on fait un lanceur. Forcément, du coup, on pousse. Ok, super. On a une masse. L'indice constructif de notre lanceur nous donne du coup la masse que l'on envoie, la masse structurelle et la masse de carburant. Et on en déduit une masse de performance possible. C'est pas forcément beaucoup plus technique. En revanche, savoir combien exactement ça pousse, parce que franchement, la moitié de la valeur ajoutée d'une fusée, c'est son moteur, plutôt ses moteurs et ses systèmes propulsifs. C'est toujours ça qui est un peu, technique. Donc, c'est des grandes plages assez larges. Vous avez vu que dans la façon dans laquelle les lanceurs sont triés dans l'image d'Andrew Parsonson, c'est quand même dans des bandes assez larges et avec humilité, c'est pas plus mal de commencer comme ça pour un début. Et voilà, puis on apprend, hein, on prend des marges. Alors, je peux vous faire un cycle de développement complet, mais on prend des marges en imaginant des premiers éléments et puis les premiers vols. Là, pour le coup, beaucoup plus sur ces lanceurs-là que sur Ariane 6, évidemment, vont lancer, quasiment tester et donc apprendre et corriger, voire même affiner. En l'occurrence, affiner leur performance, par exemple. C'est affaire à suivre. Ça va être intéressant. Merci beaucoup pour ce complément de réponse. Et on va pouvoir voir qui est sur le podium. En 3e place, on a Thomas, dans la salle d'ailleurs. En 2e place, on a Florent. C'est l'autre Thomas. Qui est aussi dans la salle. Ah d'accord, c'est l'autre Thomas. Ouais. Et c'est honteux. Ça n'a aucun sens. Vous n'aurez pas dû jouer. Le vrai gagnant, c'est pour moi, parce que je crois que... Allez, va pour Thomas. Bravo Thomas. Bravo Thomas. Il a bien porté d'intérêt, effectivement. Ne plus jouer quand on est dans l'équipe. Ouais, évidemment. Comme un gamin. Ah, tu me dis on joue, moi je joue. Moi. Je crois qu'il y a des rachites. Ça démissionne littéralement, les gars. Et ben ouais, je vais devoir participer. C'est Thomas, ah oui, là. Félicitations à toi. Bienvenue au GT Lanceur. Merci. Ça t'offre l'opportunité de poser ta première question, peut-être. Exactement, parce qu'on a eu cette intro. Cette question, ouais, je m'occupe de l'animation. Ouais. Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce que tu as appris dans cette conf, Tom? Surtout sur les boucles de dimensionnement, comment il peut y avoir un tel écart entre ce que montre RFA1 et ce que montre ISA ou PLD, on a l'impression que la performance annoncée ne soit pas directement proportionnelle à la masse, etc. Ouais, c'est un bon point. Ça dépend beaucoup des systèmes propulsifs aussi, en fait. Donc, ils n'ont pas les mêmes moteurs et ils n'envoient pas les mêmes choses avec les mêmes carburants. Et ça a beau avoir une taille sensiblement similaire, ça pousse pas pareil. D'autre part, et c'est là qu'il faut faire attention dans les différentes communications. Tu doutes bien que toutes les sociétés de lancement pourquoi je te tutoie, pardon. Vous doutez bien que toutes les sociétés de lancement qui ont une volonté de faire du lanceur réutilisable annoncent des performances. Alors justement, est-ce que c'est en réutilisable ou pas? Faut aller diguer un peu parfois. La performance en réutilisable, vous vous le souvenez sûrement, devant garder du carburant pour réatterrir. La performance en version réutilisable est un peu dégradée par rapport à une version expandable. Et en même temps, si tu veux faire du lanceur réutilisable, le tu est général. Est-ce que c'est pertinent de commencer à parler de performance en expandable, bref, et de comparer ça? La question peut se poser aussi. Donc, est-ce qu'on compare les bonnes choses? C'est aussi un point. Je suis curieux et je suis très intéressé là, dans le GT, en mode première activité d'un GT, d'un groupe de travail quel qu'il soit, un chouïa de biblio. Si je peux humblement et modestement vous suggérer ça, commencer à regarder peut-être à partir de ces images-là, confirmer, voire même faire un tableau un tout petit peu plus étayé. Ce sera même peut-être l'occasion d'une publication de votre part. Et franchement, allez chercher ce que les gens annoncent dans les communiqués de presse, croche-les avec Wikipédia parce que c'est sourcé, parce qu'il y a des sources intéressantes des fois. Quelqu'un qui a pris la parole, labellisé de telle ou telle entreprise. Et vérifier les performances de chacun, en fait. Concentrez-vous peut-être sur les 5 premiers de l'European Launcher Challenge, et puis étendez un peu, parce qu'il y a
Latitude, il y a de Latitude, Sirius, Hyperspace pour les 3 autres Français, avec Maya qui n'ont pas été sélectionnés, sont intéressants à suivre. Hein. Donc, regardez, je suis curieux de savoir s'il y a un résultat compromettant qui est de la challenger, puis à refaire une carte, quoi. En fait, c'est pas idiot comme un début d'activité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, pardon. Ouais, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions. Vous avez sinon on fait directement dans le chat. On a une question de Sacha Perrin. Pensez-vous que les lanceurs de RFA et de ISA pourront coexister malgré leur similarité? C'est une excellente question. Probablement pas, mais ils le savent, je crois. Il y a un côté. Sacha, est-ce que vous pensez que qu'ils seront même 5 à rester? Je pense que l'Agence spatiale européenne en est bien conscient et tout le monde en est un peu bien conscient. Pas oublier que c'est un modèle de New Space et donc par définition, ça ressemble aux startups qui se créent, pour mémoire et rappel, plusieurs centaines en France par jour et qui coulent plusieurs centaines en France par jour aussi. Et donc, à un moment donné, toutes n'iront pas jusqu'à faire un lanceur complet avec leur objectif initial de tamponner, valider, probablement en réorientant leur activité, puisqu'à un moment donné, l'un ne fournira pas le système propulsif principal ou de l'étage supérieur de l'autre, possible aussi, en ayant acquis des briques technologiques différentes entre les différentes boîtes. Donc, typiquement, en ayant choisi 2 sociétés allemandes, soyons clairs, les plus avancées aussi du New Space européen, RFA et ISA, c'est un choix pragmatique, bien que c'est un choix intéressant et qu'il va falloir très pragmatiquement, c'est le cas de le dire, suivre dans le modèle de financement de la conférence ministérielle de novembre. Dit autrement, l'Allemagne va-t-elle choisir un champion déjà ou choisir d'en avoir 2 et en ventilant le crédit allemand pour l'European Launcher Challenge à destination de ces 2 champions, actuellement ils sont 2, au même niveau de montant de financement. Affaire à suivre dans vraiment quelques semaines, donc rien que ça va être intéressant. Et c'est un peu le nerf de la guerre pour leur transition à date de maintenant, pour leur transition sur quelque chose de très concret. Finalement pour 2 raisons différentes, mais revenir en vol assez vite pour les 2 sociétés, pour les 2 malheureux déboires que l'on a connus, je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à les mettre dans le chat, c'est possible. Autour de là, ou vous 4, hein, n'hésitez pas. Ouais. Si ça vous a inspiré. Moi, j'avais une question concernant. Attendez, vous êtes le 2e à avoir répondu, à avoir gagné sur le podium de Scout. On a un conflit d'intérêt. Le vrai gagnant est Thomas. Vous écoutez, Laurence. Je voulais dire, sur le graphe, là, on voit donc Vega entre 1000 et 1500 kilos. Tu reviens à la presse et au. Ah ouais, vas-y, ouais. Et on a Maya entre 500 et 1000, je crois. Et Maya a une version expandable jusqu'à 1500. Et donc, est-ce que Vega menacera aussi le marché de Maya ou on s'attaque à des clients différents? Écoute, c'est affaire à suivre. Oui, la vocation, la capacité de tacler le marché aujourd'hui de Vega est factuelle. Donc on en verra la même chose sur un lanceur réutilisable. Maya atteindra-t-elle, je vais pas parler pour moi, c'est pas moi, Maya atteindra-t-elle le même tarif que Vega? En même temps, Vega a le même type de, on va dire, de support à l'exploitation que Ariane 6 peut en avoir pour rester relativement compétitif à l'échelle internationale. Voilà, c'est exactement ça. Je ne sais pas te répondre en mode boule de cristal, mais factuellement, ça peut atteindre la même performance. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, oui, tout à fait. Et c'est ça aussi, je voulais demander, sans rentrer dans le domaine de la confidentialité, les synergies qu'il y a entre Maya et Ariane Group en termes de moyens infrastructuraux ou même humains. Ah, c'est intéressant. Alors, donc Maya, on peut la rajouter. Ouais, humain, disons-le tout de suite. Je pense que les Ariane Group passés chez Maya doivent être moins de 15% des effectifs actuels. Donc, il y en a, factuellement, je ne vais pas vous dire qu'il y en a 0. Alors, il y en a aussi, par héritage du CNES et d'Ariane Group, qui s'étaient, certains peuvent peut-être s'en souvenir, constitués en une co-entité, non entreprise, mais co-entité, Ariane Works,
exactement, qui cherchait à ce moment-là, pendant 18 mois, c'était en fait une lettre de mission commune de 6 personnes d'Ariane Group, de 6 personnes du CNES, dont, soyons dans toute transparence, on les retrouve beaucoup chez ce qui est devenu Maya aujourd'hui, Maya Space aujourd'hui. Pas tous, mais beaucoup. Ça avait cette vocation de dire, franchement, on vient globalement d'une logique agence CNES, historiquement maître d'œuvre industrielle de la fusée Ariane 5 tout de même, et industrie, avec tout la lourdeur de notre industrie dans un modèle économique de retour géographique, je ne vais pas vous la refaire, mais qu'est-ce qui existe autour de nous, quoi, alors ils l'ont fait ça il y a assez longtemps de ça quand même, hein. Ils ont fait ça il y a 3 ou 4 ans, plus que ça, même 4 ou 5 ans. C'était hyper intéressant. Et en est ressorti, pour le coup, le fait que les logiques agiles de développement peuvent s'appliquer au monde industriel. Et maintenant, toutes les startups le font, mais y compris pour faire un produit physique. Quand même pas tout à fait complètement intuitif quand c'est un service ou un outil logiciel, ça s'entend. Les logiques agiles, le Scrum, etc. C'est intéressant. Et finalement, en fait, ça s'applique à des logiques industrielles. SpaceX l'a démontré évidemment, mais du coup, y compris dans un modèle européen. Donc c'est entre autres ça qu'ils ont ramené, qu'ils utilisent pour le coup comme brique de développement, comme logique de développement Maya, etc., etc. Donc ils ont ramené plein de trucs hyper intéressants comme ça. Et aujourd'hui, pour finir, et c'est la slide que j'ai présentée là-dessus, fondamentalement, il y a 2 briques technologiques importantes qu'Ariane Group va apporter à Maya, que sont un moteur qui fonctionne et qui est qualifié, et une compétence de réutilisation. Alors ça prend quand même, d'un point de vue logiciel, absolument rien à voir avec de faire de l'expandable, d'un point de vue guidage, navigation, d'un point de vue contrôlabilité par rapport à la rentrée atmosphérique, etc. Et donc ça, Thémis, pour le coup, en tant que démonstrateur, va avoir un transfert de compétences et de connaissances à Maya. En même temps, c'est fait pour. On n'a pas à créer une boîte en disant démerdez-vous, on se revoit dans 4 ans. Voilà. Mais je insiste, il y a une autonomie dans la façon dont ils s'organisent. Soyons très clairs, il y a même je vais vous le dire en toute transparence, il y a même des clauses de confidentialité faisant que je ne peux pas aller dans mes bureaux Maya comme ça. Je ne suis pas chez moi du tout. Ils ont une porte fermée à badge, et ils ont raison, ailleurs. Et mon badge à moi ne peut clairement pas ouvrir la porte. Voilà. Par exemple. Il y avait Jérôme Villa qui était donc. Très bon exemple. Voilà, magnifique transition. Exploration spatiale, ça parlait un petit peu effectivement Ariane Works. Est-ce qu'on a d'autres questions par chat à l'oral ou sur la nombreux, je pense que vous pouvez vous permettre de. Oui, bien sûr, n'hésitez pas à ouvrir votre micro et à la poser directement. Je me lance. Ah, je vais couper la parole peut-être. Madame la Présidente, je vous écoute. Non, peut-être un petit mot sur votre parcours, votre métier aussi. Ouais, ce que vous faites au quotidien, etc. Ok, moi je suis ingénieur système. Bravo, Washington. C'est ingénieur système avec un bon nom de famille qui s'écrit bien. Et chez Ariane Group, ce qui consiste, comme son nom l'indique, absolument pas, à s'occuper de tout l'ensemble du cycle de développement de la fusée, encore de la fusée Ariane 6. Donc, on n'est pas complètement au bout du cycle, puisque d'une part, il y a des éléments assez emblématiques que l'on n'a pas complètement démontrés en vol, au hasard, une version avec 4 boosters. Il y a encore de l'activité pour y arriver. Et puis même, une fois que ça aura volé, l'analyse des données de vol va nous apprendre plein de trucs. Et puis, il y a ces incréments de développement que j'évoquais tout à l'heure, qui sont encore devant nous, et puis on en a même encore sous le coude et dans les cartons. Donc moi, je m'occupe, entre autres, avec beaucoup d'autres, mais je m'occupe entre autres d'en partie piloter tout ça, en étant responsable de la qualification sur Ariane 6. Alors, je viens d'où? Je viens d'une école d'ingénieur, comme beaucoup, j'imagine, doublé d'un master spé. On peut les nommer, j'ai fait les arts et métiers, j'ai fait un master à Supaéro. Qui n'a pas fait Tassastro dans ce groupe? C'est une blague. Puis j'ai continué en étant embauché au CNES à l'agence spatiale en la direction des lanceurs, où j'y ai croisé, ça vous fait rire, mais une bonne partie des gens de Maya Space aujourd'hui, Jérôme Villa pour ne pas le nommer, par exemple. 2013, j'y étais, et 2016, je choisis d'intégrer l'industriel qui
qui clairement démarrait à faire Ariane 6. Alors, je n'ai pas rejoint Ariane 6, j'ai rejoint Ariane 5 en faisant des calculs de trajectoire et l'analyse mission. Du coup, une voie qui mène à énormément de choses, l'analyse mission, puisqu'on voit le lanceur comme un point matériel qui est capable de tout faire, en tout cas dans nos outils logiciels et dans nos simulateurs. Et après, on regarde en vol et puis ça ne se comporte pas exactement comme on avait prévu que ça se comporte. Donc, on fait l'analyse et c'est une activité assez passionnante qui touche toute la boucle de contrôlabilité du lanceur, surtout dans ses phases atmosphériques, les séparations de ses étages, c'est assez passionnant. Et après, j'ai embrayé sur Ariane 6, cette fois-ci pleinement et concrètement, 2019, sur des activités de suivi de pièces physiques. Donc, j'ai vraiment eu entre les mains, je ne vais pas vous dire que je les ai amenées parfois certaines avec mes petites mains à moi physiquement, portant des gants, mais quand même, c'est un peu ce que j'ai fait, sur des pièces, étant chef de projet, on va le dire comme ça, d'activités qui ont permis de fabriquer au Murau, c'est là où je travaille, l'étage principal de la fusée Ariane 6, donc celui qui est propulsé par le moteur en Vulcain. Et donc, j'ai fait ça sur les modèles d'essai combinés, celui qu'on a vu en vidéo qui s'est allumé pendant 10 minutes en restant au sol, et sur le premier modèle de vol. Et puis après, j'ai rejoint les équipes de pilotage programme sur des activités système, ce que j'évoquais au début. Voilà. Merci. De rien, Nix. J'avais aussi une question. Un peu plus par rapport au marché du New Space. Traditionnellement, c'est beaucoup du coup les institutions et aussi la défense qui a financé la plupart des charges utiles. Est-ce que le New Space se destine à avoir le même type de marché ou vraiment d'être financé particulièrement par la communication, par exemple? Ah ouais, genre en sponsoring. Non, la communication. Télécom. Ah, pardon. À deux doigts de mettre une marque sur Maya. C'est un très bon point. Fondamentalement, l'ouverture du marché se veut ouvert à tout, par définition. On essaye pour Maya, et ils essayent pour tous les autres, je n'en doute absolument pas, d'adresser tous les marchés factuellement. Et là où tu mets le doigt dessus, c'est que pour l'instant, c'est bien le CNES qui a payé le premier lancement des 4 sociétés françaises dans le cadre de France 2030, mais bref, donc ça n'a rien à voir avec l'European Launcher Challenge, des 4 premiers, chacun des premiers lancements des 4 sociétés françaises, Latitude, Maya, Hyperspace et Sirius. Et donc, tu sens bien que du coup, ça risque d'être un modèle qui est comme ça. Alors, le paiement du premier vol est plus tout autant emblématique d'un côté que les aider à aller jusqu'à ce premier vol, forcément. Sans vouloir forcément être le client principal de leur phase d'exploitation. Pourtant, Hyperspace, pour absolument rien dévoiler, je les redécouvrais encore au Salon du Bourget au mois de juin cette année, ont une petite tendance à aller vouloir voir ce qui se passe du côté de la défense, parce que c'est sûrement ça qui risque de faire marcher une partie de ces solutions de lancement. Pourquoi ? Parce que les États et leur secteur défense, ils voient ce qu'ils n'arrivent pas à faire avec d'autres missiliers, ils voient une capacité de réactivité. J'arrive sur un théâtre d'opération, j'ai un besoin d'observation spécifique pour un temps limité, surtout je ne l'avais pas avant, je ne l'aurais pas avant longtemps. Je vais évidemment pas faire développer un CSO, une composante optique sublime, mais qui met des bisons à être développée et qui coûte un peu cher. J'ai besoin d'une instantanéité dans la réactivité. Et finalement, 3-4 lancements, c'est de la triangulation, les images qui vont bien, de la télécommunication sécurisée, avec le protocole le plus moderne, ce que je viens de le mettre dans le satellite. Donc pouvoir envoyer ça depuis n'importe où, à n'importe quel moment, et de faire de la réactivité, la charge utile est prête, le vecteur, pour le comme ça, attend dans un silo, un camion, un sous-marin, aéroporté dans l'avion, peu importe, et il est prêt à être mis à poste. C'est sûrement un modèle économique qui est l'un des éléments clés d'une partie de l'activité de demain. Je ne dis pas que c'est tout, mais c'est une partie de l'activité de demain, c'est sûr. Ouais. Tout à fait. Lyrix, pas d'autres questions. Encore moi. Non, mais je crois pas qu'on l'ait vraiment. On l'a survolé tout à l'heure, mais est-ce qu'on pourrait reparler du CSG, de la transformation qui est attendue, et notamment l'application des lanceurs, la place d'Ariane, etc. Et oui, c'est un bon point, parce que tu as raison, Alix, ça avait été l'une des réponses possibles, ça avait été de dire que
Les lanceurs que j'avais highlightés là en bleu étaient ceux qui avaient une place au CSG. C'est tout à fait vrai. Au Centre spatial guyanais, il y a une autre opportunité qu'a offert le CNES, l'Agence spatiale française, donc opérateur des ensembles de lancement. Alors, tout ce qu'on voit là est dédié à Ariane 6, uniquement dédié à Ariane 6. C'est pas tout à fait vrai, parce que les EPCU, les ensembles de préparation des charges utiles en haut à droite, sont communs à n'importe quelle charge utile, du coup. Ils sont des bâtiments du CNES. Merveilleux boulot sorti d'études que je n'ai pas eu la chance de pouvoir faire, d'être envoyé à Kourou en mission là-bas, même pas en mission, même en détachement, et parfois même en résident, pour être responsable d'un des ensembles de préparation de charges utiles. Dites-vous que le sens du timing aurait pu faire qu'on aurait pu voir le James Webb, qu'on aurait pu voir les premiers JUICE, qu'on aurait pu voir les premiers satellites Kuiper. Bref, il se passe plein de trucs là-bas, c'est un boulot assez marrant, où on a les ergoliers qui préparent qui préparent les charges utiles, n'importe quoi. Et donc, bref, sur l'ensemble du centre spatial guyanais, donc c'est des centaines d'hectares le long de la côte de la Guyane, on peut y voir un site assez emblématique et historiquement qui me fait monter les larmes, puisque c'est le début des fusées sondes françaises. En gros, c'est l'accès à l'espace pour la France, et c'est toute la partie, une fois qu'on a quitté heureusement le territoire algérien, où on avait commencé, on est arrivé en Guyane, où on y a fait les fusées diamants et les fusées des pierres précieuses, du cycle des pierres précieuses. Et donc sur ce pas de tir-là, sur cet ensemble-là, il est en train complètement de ressortir de terre. Vous avez vu qu'il y a eu une annonce récente d'inauguration des premières pierres d'à peu près tout le monde. Tout le monde étant plusieurs sociétés. Alors il y a Latitude, c'est sûr. Je crois même qu'il y a des sociétés hors françaises mais européennes que le CNES a choisi en appel d'offres, et donc avec réponse à appel d'offres, un certain nombre d'acteurs du New Space pour le coup sur les lanceurs qui auront l'opportunité. C'est la finalité, de lancer depuis la Guyane. Peut-être que c'est impensif, mais rappelons-le, lancer depuis la Guyane, c'est absolument incroyable, pour plein de raisons. C'est génial déjà pour y être, mais c'est pas ça la raison première, c'est surtout parce qu'on profite de l'effet de fronde étant très proche de l'équateur, tout en lançant ou au nord, principalement pour les fusées de moyen à petit gabarit, qui envoient en orbite seul synchronos, c'était l'une des questions de Washington, en orbite héliosynchrone, qui envoie un certain nombre de missions, ou pour des satellites de géostationnaires, même soyons clairs en orbite basse, tout le range est intéressant. Et quand vous regardez le trait de côte de la Guyane, ça tombe bien, il y a l'océan en face, et au nord, et à l'est. Donc ça tombe bien, on est vraiment hyper bien placé. Peu de côtes sont aussi bien placées. Je vous laisse regarder quels sont les autres pays qui ont la même le côté de la planète. Et tout le monde a eu à un moment donné l'idée d'occuper ou bien les îles des Açores, à chaque fois ça revient, chaque année ça revient, ou bien une station flottante ou pas flottante, mais une ancienne station pétrolière par exemple, pour en faire un lancement de fusée. Voilà, regardez, alors certes, ça fait 60 mètres de haut et 500 tonnes avec 2 boosters ou 800 avec 4 au décollage, mais regardez ce qu'il faut comme bâtiment pour intégrer Ariane 6. Il ne faut pas moins, on a essayé, on n'a pas pu. C'est un chouïa compliqué quand même d'assembler une fusée, de la mettre à la verticale et qu'elle puisse décoller, c'est-à-dire qu'il faut la remplir en carburant. Puis il ne faut pas oublier qu'on fait tout ça pour envoyer un satellite qui lui aussi a besoin d'un peu de préparation. On m'expliquerait comment on fait ça sur une plateforme pétrolière. Donc on est vraiment pas mal au centre spatial guyanais, très bon point Alix de le mentionner. Et pour le coup, ils ont sélectionné et ils ont posé les premières pierres de futurs, au pluriel, de futurs pas de tir pour un certain nombre d'acteurs du New Space européen. Voilà. Oui, merci. C'était notamment pour mettre en lumière le travail du GT Culture qui s'intéresse aux départements et régions d'outre-mer qui œuvrent aussi pour le spatial. Donc, on boucle la boucle. Madame la Présidente fait la transition entre les GT, ça. C'est mon boulot aussi. Ah, mais bien sûr, bravo. Ok. C'est tout pour ce moment. J'ai l'impression qu'on n'a pas d'autres questions, n'hésitez pas encore une fois à en poser. Vas-y, moi j'ai une question, et si on a le temps à Washington. Vas-y. Du coup, on a pas mal parlé de retour géographique, une notion clé en Europe, très spécifique, mais aussi dans un contexte où on a vu Avio prendre plus son indépendance, on peut dire l'Italie, le transfert de Vinci vers l'Allemagne. Voilà, il y a des tensions qui se créent, on va dire, qui montent.
Est-ce que vous pensez que c'est un modèle qui arrive au bout et que si on va plus loin, que la France devrait aussi prendre plus son indépendance en termes de manière de développer un lanceur? Alors, plein de questions, plusieurs réponses. La première, c'est qu'elle le fait déjà. Bon, Maya est une des réponses, déjà. A priori, franco-française, c'est pas la seule. Je la cite une énième fois, mais Latitude, Hyperspace et Sirius sont des solutions françaises. Donc, ça pourrait répondre à ça, même si les trois ne sont pas sélectionnés par l'ELC. Bref. Je pense qu'il faut les deux, parce qu'on ne coupera pas le modèle économique de GeoReturn pour une raison, du moins on ne le coupera pas aussi facilement pour une raison, c'est que je te l'ai dit un peu Thomas, on a créé des pôles de compétences assez incroyables quand même grâce à ça. Donc c'est un financement lourd, important, d'année en année, finalement sur toute Ariane, de 1 jusqu'à maintenant, jusqu'à Ariane 6 encore, et sans Vernon en France pour faire des moteurs Cryo, pour les concevoir, sans Lampolshausen pour les tester en Allemagne, ou Brême pour concevoir, là pour le coup, complètement un étage, et peut-être même le futur, ils sont dessus, je vous le dis, le futur des étages supérieurs de fusée, pour qui on veut, en fait, mais pour tout le monde, ça fait des pôles de compétences assez impressionnants, sans forcément les solutions basées sur la poudre, je ne vais pas vous la refaire, mais en Aquitaine, et puis pour tous les équipements qu'on a pu évoquer ensemble dans le reste de l'Europe. Donc après, la vraie question, et c'est plutôt en guise de vrai sujet de travail, du groupe de travail, à mon avis, c'est quoi l'indépendance de l'accès à l'espace quand l'Europe a choisi, à la fin, peut-être que 2, disons comme ça, sur les 5 là, que 2 champions. C'est quoi l'indépendance de l'accès à l'espace quand toi, ton pays, je ne parle pas pour nous, hein, ne fait pas partie de cette solution technologique-là? Je donne un exemple très concret. Mettons, allez, au hasard, on va faire Cocorico, que ce soit Maya et ISAR, l'un des deux, vraiment purement au choix, qui a été sélectionné. Ils disent quoi, les Espagnols, quant à l'accès à l'espace indépendant, il n'y a plus Ariane 6 et il n'y a qu'une solution française, Maya, et allemande, ISAR? C'est une bonne question, du coup, voilà. Et rien ne leur interdit de l'autre côté. Déjà à date, rien ne leur interdit déjà maintenant. Ils ont la gentillesse de pouvoir pas trop le faire, d'aller renvoyer leurs solutions, principalement pour leur défense, avec d'autres acteurs internationaux outre-Atlantique. Voilà, ça commence par F, ça finit par 9. Et voilà. Donc bon, du coup, c'est possible, quoi. Donc c'est ça qu'on veut. Si on contraint aussi une sorte de préférence européenne pour les lanceurs européens, tout en le décloisonnant et en l'améliorant, parce que le retour géo, tel qu'il est aujourd'hui, a atteint peut-être un peu son bout de souffle. Il y a un entre-deux qui commence à devenir hyper intéressant. Mais si on fait full libéralisme sur le choix de la solution, qu'on peut tout à fait envoyer un satellite de défense nationale d'un des membres de l'Union européenne ailleurs qu'en Europe, par une solution qui est ailleurs qu'européenne, tout en ayant contraint le système européen de développement des lanceurs pour qu'ils soient eux-mêmes compétitifs, retour géo tel qu'il est aujourd'hui, c'est un peu cher quand même, bah, là c'est sûr qu'on ne va pas y arriver, quoi, du coup. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bien, c'était une belle question pour conclure ce temps d'échange. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis en ligne. Je vais juste partager quelques slides pour terminer. Vous faites de la pub, soyez en passant. N'hésitez pas à aller sur notre page LinkedIn, surtout on est très actifs dessus, on est aussi actifs sur Instagram. C'est là que vous pouvez passer voir notamment certains événements assez particuliers comme l'interview exclusive qu'on a eu avec Claudine Bourget. Vous avez le planning du cycle de conférences qui est sans cesse rabâché sur LinkedIn. On les republie en masse souvent. Et puis, lorsqu'on fait de gros événements comme le symposium qui s'est tenu à Bordeaux il y a quelques jours maintenant, on les publie aussi là-bas. Donc, n'hésitez pas. Et puis, dans le chat, je vous ai mis le lien vers la communauté WhatsApp d'AF qui vous permettra de vous tenir au courant de nos activités, notamment les afterwork. Puis, si vous voulez nous rejoindre directement, vous pouvez scanner le QR code à l'écran. Je vais laisser ce slide quelques minutes. Ou aller sur notre page LOSE directement. On a aussi un site internet pour suivre les actualités et les travaux des groupes de travail. Je vais arrêter là pour l'enregistrement, mais je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. Et à une prochaine, je vous annonce aussi en prime qu'on a déjà la prochaine réunion du GT Lanceur qui est prévue
Donc, si vous voulez nous rejoindre pour commencer à travailler sur les sujets qui ont été mentionnés en réunion, n'hésitez pas parce que on va vite commencer à avancer dessus. C'est ça, n'hésitez pas du coup à rejoindre assez vite, avant dimanche, le Discord. Et la réunion aura lieu donc ce dimanche 26 octobre à 21h. Donc c'est généralement nos temps de travail. Voilà. Merci Corinne. Merci à tous. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.